بسم الله الرحمن الرحيم. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعته محمد. بسم الإله وهو الرحمن وهو الرحيم قال الأمان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. ñu ngi nuyu kilifa yi fi daje ak mbooloo mi yëpp di rafetlu jataay bi di leen ziar di leen sargal parce que ñun kat liñ fi fekk dal na suñu xel. am na jamono bu nit jëlee avion ba bateau ñu ni ma ngay dem tugal danaan accord de bu dellu seen tubaab lay doon waaye nii lañ leen fekke daal mel na ni yéen a ngi suuxat culture di suuxat diine ak comme mbooloo mi dafa am ñoo xam ni dégguñu wolof xam naa ni léegi il faut ma jàll ci français bi. Donc ce qui est important dans ce que j'ai trouvé ici, c'est le fait que la culture et l'islam s'adossent à la communauté, parce que c'est la communauté qui permet à une culture de vivre, qui permet à une religion de vivre. Si nous revenons sur l'islam et son développement au Sénégal, vous verrez que l'essentiel du travail des confréries a été la reconstruction des sociétés ouest-africaines. L'islam commence, la confrérie en tant que telle, l'islam ça a commencé depuis le 7e siècle, mais la confrérie en tant que communauté s'est développée au cœur de la traite négrière. À une époque où il y avait deux types de marabouts, ce qu'on a appelé les Serigne Lamb. Si vous entendez le lamb, c'est un tambour donné par le domaine ou par le roi, donnant au marabout une autorité politique régionale. S'il y a un problème, on peut taper sur le tambour pour appeler l'armée royale. À côté ou face à ces marabouts lamb qui étaient à côté du pouvoir, il y avait ce qu'on appelait les Serigne Fakta. Comme ça se dit en wolof, Fak, débroussailler un espace. Tal, c'est le foyer ardent décrit par le romancier Kane, n'est-ce pas, ce foyer ardent autour duquel on apprend le Coran. Donc, les confréries se sont développées en pleine brousse avec un guide religieux. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont commencé à accueillir les rescapés des razzias. Essentiellement les rescapés des razzias de la traite négrière. Chaque fois qu'un village était razzié, les vieillards tués, les jeunes qui se défendent tués, les derniers sont pris comme esclaves. Il y a quelques individus qui étaient des rescapés, qui s'enfuient comme ça à travers les forêts. Ce sont ces individus qui au départ ont été accueillis par les Daara, et les Daara se sont constitués en leur donnant la possibilité d'entrer dans une nouvelle communauté, avec de nouvelles règles, avec une nouvelle fraternité, avec de l'entraide. C'est ce que vous êtes en train de faire ici. Vous êtes venus d'un peu partout du Sénégal ou de l'Afrique. Aucune culture, aucune religion ne peut se développer en dehors de cette reconstruction de la communauté. Vous verrez aussi que l'islam mouride ou autre est sorti. L'islam mouride, on dit que c'est essentiellement un islam rural au Sénégal. Alors que la Tidjania s'est développée à partir des villes. L'islam mouride n'entre dans les villes véritablement comme organisation qu'autour des années 40 avec les premiers daïras. Comme vous faites ici, on a créé les daïras pour permettre aux talibés mourides de se réunir, de faire passer le ndigal qui venait de Touba, de réunir les alarba ou autres adis, etc. Et ça a permis jusqu'à nous, toutes les formes d'organisation à travers le monde sont issues de ce mouvement. Jusqu'à notre génération des années 72-73 à l'Université de Dakar, nous avons été les premiers à lancer avec les atouts ce qui est devenu ce qu'on a appelé à l'époque l'association ou le mouvement des étudiants. Moi j'ai été le premier étudiant de l'Université de Dakar à rencontrer les autorités, à leur demander des cars
avoir fait une affiche. J'ai demandé à tous les étudiants qui voulaient aller à Touba de venir s'inscrire. Et tout le groupe, ce premier noyau, les gens se sont rencontrés dans ce car-là. Alors je vais sortir de ce rappel historique qui insiste sur l'importance des forces communautaires. Et le mouridisme, ça a été essentiellement une force communautaire qui a conquis des territoires, non seulement au Sénégal, mais à travers le monde, par les dernières études qui ont été développées autour du mouridisme. Copan, qui est ici au CNRS, qui a travaillé 25 ans sur le mouridisme, dit ceci. Ce qui est extraordinaire, c'est que le mouridisme est aujourd'hui dispersé à l'échelle de la planète. Allez en Australie, vous trouverez des mourides. Allez en Chine, vous trouverez des mourides. Mais il dit, quelle que soit la dispersion de cette communauté, il n'y a qu'une seule autorité reconnue, une seule autorité centrale, c'est Touba. Les gens avaient dit que le jour où les mourides commenceront à se disperser, il y aura des marabouts qui vont prendre leur indépendance. C'était écrit déjà dans les travaux de certains chercheurs français que quand il y aura dispersion, le mouridisme va disparaître. Mais à ce jour, tout marabout qui a des talibés sait pertinemment que le mourid n'a qu'une référence, c'est Cheikh Ahmadou Bamba. Dès que ce marabout cesse de se raccrocher à Touba, il perd ses talibés. Alors pour revenir maintenant à ce travail qui à l'origine est essentiellement un travail scientifique à l'université de Dakar. Vous savez que c'est tardivement que le mouridisme, certains de ses aspects, sont étudiés à l'université en tant que tel, parce que pendant longtemps, Cheikh Ahmadou Bamba et son œuvre ont été marginalisés par le savoir intellectuel, scientifique français en tant que tel, compte tenu du rôle qu'il a joué dans cette résistance des populations, etc. Vous savez que Serigne Saliou, à un moment donné, dans son khalifa, avait demandé au petit-fils qui s'était organisé en association, le président d'ailleurs, nous sommes tout le temps en contact, c'est Ahmad Ibn Falilou. Il leur a dit, il est temps qu'il y ait une communication de qualité sur le mouridisme. Il y a suffisamment d'intellectuels pour qu'on cesse de crier ou de tomber en transe. Aujourd'hui, lors des Magal, toutes les télévisions du monde diffusent les éléments du Magal. Il est temps que des gens, des intellectuels, des universitaires parlent du mouridisme et en parlent en des termes compréhensibles par tous les hommes de la terre. Donc un savoir étudié, un savoir de qualité. Donc la communication, au départ, donc, nous sommes partis de ce fait-là. Nous avons dit que le triomphe de l'école française, c'est essentiellement l'école. Former des enseignants qui forment d'autres enseignants, qui forment d'autres élèves. Les Français sont restés au Sénégal 60 ans. L'école est restée après leur départ. Toute leur force sur la culture, sur les habitudes, etc. est partie de là. On a dit le meilleur moyen de diffuser la pensée du chef, de renforcer la diffusion du mouridisme, c'est d'introduire des textes dans le système d'enseignement. Et vous savez que le sommet c'est l'université. Nous formons des professeurs de lycée, des professeurs de lycée forment des instituteurs, et ça va donc jusqu'à l'école primaire. Il faut ce qu'on appelle la vulgarisation de ces textes-là commence par l'université. C'est à partir des années 90 que moi, à ma qualité de professeur titulaire, j'ai l'autorité d'ouvrir des axes de recherche. J'ai réuni mes étudiants, j'ai dit que j'ai ouvert un nouvel axe de recherche pour les thèses et les mémoires, c'est le Wolof al-Mouride. Tous ceux qui veulent faire des mémoires considèrent maintenant que ce corpus-là est un corpus qui fait partie des axes de recherche dans mon domaine.
La première maîtrise a été faite sur Moussaka. Ça, c'est extrait d'une thèse de doctorat qui a été soutenue à l'université de Dakar. J'ai présenté à Gore, à Dakar, la thèse présentée sur Cheikh Ibrahima Fall, avec comme titre la révolution sociale et culturelle des Mourides, etc. Alors, donc nous avons commencé à transcrire ce texte du Wolofal en Wolof moderne, avec une traduction française, avec énormément de notes pour éclairer le texte, et nous les étudions comme des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Parce qu'on considère que Moussaka est un des plus grands poètes Wolof de tous les temps. Et son texte comparé à tous les textes de littérature dans le monde, c'est véritablement considéré comme un chef-d'œuvre. Tout ce qu'on peut faire comme analyse, comme commentaire sur les autres œuvres littéraires, on peut le faire à partir du texte de Moussaka. Mais la force de Moussaka, c'est de diffuser l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ça qui est extrêmement important. Et en fait, nous ne faisons que relayer les fondateurs du Wolofal. Le Wolofal est né de la volonté de Cheikh Ahmadou Bamba de vulgariser sa pensée. Quand il a dit à ses premiers, comme Seigneur Diakhaté dont on a parlé, Kairé et les autres, jusqu'à Moussaka, Mame Samba Diarra Mbaye, qui est un véritable génie, qui est parti trop tôt. Mame Samba Diarra Mbaye, c'est un génie. J'ai demandé à un étudiant de commencer à faire une maîtrise et une thèse sur l'œuvre de Mame Samba Diarra, qui est extraordinaire. Donc le Wolof est entré, a été développé parce que Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais écrit en Wolofal. Tout ce qu'il a écrit, c'est en arabe. Donc il a demandé à d'autres intellectuels dans son environnement immédiat de relayer sa pensée et ses productions pour que le grand public, parce que tout Wolof, tout talibé, tout Sénégalais qui sortait des Dara maîtrisait au moins le Wolofal, ne serait-ce que pour écrire des lettres à l'époque. Le système de communication, c'était le Wolofal. Donc le Wolofal est parti de cette volonté de communication, cette volonté de vulgarisation, n'est-ce pas? Nous nous sommes dit que le seul moyen de continuer l'œuvre des fondateurs, c'est non pas de partir des textes arabes, bon, qu'on étudie un peu partout au département et autres, mais ça nous permet d'asseoir notre travail sur la culture Wolof et sur l'histoire de la Sénégambie. Et c'est ça l'essentiel. Je disais tout à l'heure aux amis là-haut que quand on présente ce texte-là, je parle toujours de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Parce que c'est dans la deuxième moitié du XVIIe siècle que commence ce qu'on pourrait appeler le mouvement politique islamique. Parce qu'on dit que l'islam est à la fois religion et vision politique. Une religion avec tous les aspects. Mais l'islam aussi, parce que le prophète de l'islam est un chef d'État. La différence entre Mohammed et le Christ, on dit que le Christ, ce n'est qu'une passion. Un homme qui a tout donné, qui s'est sacrifié comme un Dieu, pour l'amour des hommes. Mais il n'a jamais fait de la politique. Mohammed régnait sur un État, organisé sur le plan financier et économique. C'est ça qui fait la différence avec l'islam. Alors à chaque fois que les musulmans sont à l'étroit dans un État avec ses lois et son organisation, immédiatement il y a l'émergence d'un islam politique. À l'époque, quand les régimes tièdos ont commencé, comme je l'ai dit, à rasier les villages, à attaquer des daras, un marabout a été tué pas très loin de Bambey, sur la route, parce qu'il s'est opposé justement au Tenjibol qui voulait rasier certains de ses talibés, etc. Il a été le premier à lever une armée à partir des Zawiya de la Mauritanie, parce que vous savez que la communauté mauritanienne est divisée par cette partie fortement islamisée qu'on appelle les Zawiya, et le groupe guerrier des Hassan venus de l'Arabie. Ce sont eux qui dirigent encore là. Eux, ils sont comme les Tchaddo, un pays Wolof ou autre. Il a écrit à tous les rois de la sous-région en leur disant: arrêtez de vendre vos sujets comme esclaves et de mieux asseoir
les préceptes de l'islam, parce que vous tous, vous avez dit à vos populations que vous êtes déjà convertis à l'islam. Si vous ne le faites pas, je vais prendre les armes contre vous. Quand il s'est rendu compte que les gens n'arrêtaient pas de vendre les hommes, surtout le pays Wolof a été le pays le plus dur pour ce qui concerne la traite des négrières. Parce que c'est Latsukami Ngoné Dièye qui est à l'origine de la théorisation et de la mise en place du système Tiède. C'est le premier qui a pris ses esclaves de case, les Djamidés, comme on les appelle. Il en a fait une armée professionnelle. Il n'y en avait pas avant lui, il n'y avait pas d'armée professionnelle en Sénégal. Ce sont ces armées issues des anciens groupes esclaves qui vont rayonner dans toute la Sénégambie et qui vont attraper les gens et les vendre comme esclaves. C'est contre ce mouvement-là que se soulève Nasir El-Din. Il a été soutenu par tous les marabouts de la sous-région. Et on a appelé cette guerre qui s'est développée entre 1663 et 1667 la guerre des marabouts ou la guerre des Toubnan. C'est quand on entrait dans l'islam, on se rasait le crâne et on décidait de renoncer à boire de l'alcool. Parce que la marque du Tiède était de consommer de l'alcool frelaté à longueur de journée. L'alcool avait fait tellement de dégâts que c'était devenu à la limite un problème de santé publique. Je vous donne seulement un exemple. Le grand frère de Lat Dior, héros du Sénégal moderne, Birima Ngone Latyr, il buvait toute la journée, au point que le gouverneur du Sénégal a écrit une lettre à son père, Makod, pour lui dire: si ton fils n'arrête pas de boire l'alcool comme il le fait, comme s'il buvait du lait, il risque de mourir très jeune. Il est mort à 25 ans de ce qu'on appelle delirium tremens. C'est-à-dire, vous avez une telle quantité d'alcool dans le sang qu'à un moment donné, en pleine journée, vous êtes raide, comme un bâton. Et vous tombez, il est tombé raide mort. Les marabouts ont dit qu'il ne fallait pas simplement convertir les gens et les raser ou leur apprendre le Coran. Il y avait un immense travail sur les hommes. C'est pourquoi dans cette étude, on dit que il y a deux choses. La chose la plus importante dans le Djessaou Sakor, c'est que Cheikh Amadou Bamba lui-même se donne comme le modèle du nouvel homme sénégalien, de l'homme islamisé, du marabout et du musulman. Son itinéraire, c'est une manière de dire à tous les talibés: regardez-moi, peut-être que le prophète est un modèle, mais prenez désormais ma vie comme modèle. Au XVIIIe siècle, par exemple, au XIXe siècle, avec la violence qui régnait, il y avait des rois dont les gris-gris, les talismans qu'on appelait guissés, l'ensemble des guissés de Lat Dior, il fallait les mettre sur un chameau, parce que Lat Dior ne pouvait pas déporter. On les mettait sur un chameau et ça suivait. Il leur a montré qu'avec le Coran et avec l'aide de Dieu, on pouvait se défendre face à la machine coloniale sans se harnacher de gris-gris. Donc c'est par son parcours qu'il a combattu le paganisme. Les gens pensaient que sans gris-gris, sans voir le marabout, comme bon, certains Sénégalais continuent à le faire, qu'on ne peut pas réussir. Il leur a montré que toute la puissance de Dieu est dans les textes coraniques et que vous pouvez défier n'importe quelle autorité avec l'aide de Dieu. C'est ça aussi l'exemple que nous apprend le Djessaou Sakor et le parcours de Cheikh Ahmadou Bamba. C'est ça la force de ces textes-là. D'abord parce que c'est de s'appuyer sur l'histoire de la Sénégambie. Il y a de la sociologie, il y a de la géopolitique, il y a de la littérature, il y a de la philosophie, etc. C'est tous ces savoirs-là qui sont drainés par l'écrivain. Vous ne pouvez pas étudier le Djessaou Sakor si vous ne connaissez pas l'histoire de la Sénégambie. Si vous ne connaissez pas l'histoire de l'islamisation. Je disais tout à l'heure à notre ami que Nasir El-Din, c'est le premier mouvement du djihad
et de la transformation des sociétés ouest-africaines avec l'islam comme support. Il y aura deux autres mouvements avec ce qu'on a appelé le mouvement des djihadistes au 19e siècle, ceux qui vont essayer de diffuser l'islam par les armes. Cheikh Omar Foutiyou, qui va partir du Sénégal jusqu'au Mali. Vous connaissez également le travail de Maba Diakhou dans le RIC, le travail de Mamadou Lamine Dramé dans le Sénégal oriental. Mais si vous faites le tour de tous ces djihadistes, ils ont tous échoué entre guillemets les armes à la main. Maba Diakhou est tombé face aux Sérères à Somme. Et personne ne peut vous raconter ce qui s'est passé là-bas et ce que les Sérères ont fait au marabout. Personne n'ose le dire. Nous, dans nos recherches, nous le savons. Nous n'osons pas le dire. Mamadou Lamine Dramé, même chose. Je connais des membres de la famille Signaté qui avaient une partie de son corps comme gris-gris ici, etc. Donc cette deuxième vague qui s'appuie sur le fusil va également échouer. Cheikh Ahmadou Bamba appartient à la troisième vague qui dit ce ne sont pas, c'est pas par les armes que nous vaincrons ces gens qui sont venus avec des canons. Eux-mêmes, dès qu'ils se sont installés, on laisse tomber les armes, ils ont introduit l'école. Ce n'est pas, ils ne veulent pas des esclaves, ils veulent des gens qui adhèrent à leur message, à leur culture, qui les admirent, etc. Un homme arabe tunisien, il s'appelle Abdourahmane Ayoub. Il a publié l'épopée des Bani Hilal. Il m'a dit, le modèle senghorien ne peut pas exister dans les pays arabes. Dans les pays arabes, les Français ont trouvé des universités qui étaient beaucoup plus anciennes que la Sorbonne ou autre. Donc il y avait des intellectuels et de grands écrivains. Même Mohamed, avec son avènement, il y a la littérature arabe anti-islamique, c'est une très grande littérature. Tout le monde connaît le grand poète de l'amour, Omar Khaïch, qui est anti-islamique, etc. Ainsi de suite. Il a dit que les Français ont créé chez vous Senghor dans une civilisation de l'oralité où il n'y a pas l'écriture. Quand on l'a ramené en vous disant, voilà l'agrégé en grammaire, le plus fort de nos universités, vous en avez fait un modèle. Vous l'avez admiré. C'est impossible. Il m'a dit que Senghor n'existe pas dans les pays arabes parce qu'ils ont trouvé des intellectuels. Ce sont les Arabes les premiers à travailler les mathématiques, la philosophie avec Averroès et les autres, etc. Donc les Arabes n'admirent pas les Européens. Ce sont eux qui les ont sortis de l'ombre avec les guerres de religion, avec le Moyen-Âge. Les Européens étaient dans l'ombre. C'est grâce à la science des Arabes qu'ils ont pu s'en sortir. Cheikh Ahmadou Bamba a compris que c'était les esprits, c'était les hommes, c'est sur l'homme qu'il fallait travailler. Et l'élément le plus important, c'est l'élément perturbateur, le groupe Tiendo. C'est là où Cheikh Ibrahima Fall occupe une place à part. Attention, c'est extrêmement important. C'est l'achèvement de ce travail de reconstruction de l'homme sénégambien. Il a pris un prince Ayor qui a la stature presque 2 mètres. Donc il a le profil du guerrier. Il est né Fall, pouvant régner au Kayor, même si par sa famille, d'un côté il est marabout. N'est-ce pas? Il fallait faire de cet homme un homme humble, capable. Même la question des genres, il l'aborde. Cheikh Ibrahima Fall va prendre de l'eau. Cheikh Ibrahima Fall va prendre des fagots. Les mourides préparent. Maintenant, quand il y a des cérémonies, ce sont les hommes qui s'occupent de la cuisine. Même la question des genres, il règle ces questions. Et il ne peut pas s'arrêter là. Les fils de Lat Dior, je vous conseille le 2e volume. Il y a un passage unique dans l'histoire.
ce passage où Mbahan et toute la famille de Lat Dior, femmes, enfants, oncles, après toutes les difficultés, vous savez que c'est Mbahan qui est à l'origine de l'exil du marabout en Mauritanie. Mais suite à cette affaire, il perd son poste de commandant d'une province du Baol et du Cayor. Il perd tout ce qu'il avait comme grade dans l'administration. Il va être radié. Il va cultiver la terre, il n'aura rien. Il devient presque un mendiant. C'est en ce moment que certains anciens lui disent il faut retourner voir Cheikh Ahmadou Bamba. Ton père t'avait confié à Cheikh Ahmadou Bamba, qui d'ailleurs il l'avait renommé Abdoul Khafour, l'esclave pardonné. Quand il ne savait plus où aller, il a réuni toute la famille Tiendo Fall et Diop. Il est venu mettre les genoux à terre devant Cheikh Ahmadou Bamba. C'est à partir de là qu'il le récupère. Et Cheikh Ahmadou Fall a joué un rôle considérable dans cette récupération du groupe Tiendo et des anciens garnis. Ce qu'il fait d'abord, il commence par concilier la famille de Dembawar et la famille de Lat Dior qui sont opposés à Derklé. Il va prendre les veuves de Lat Dior, les veuves de Dembawar comme épouses dans la même famille. Il les réunit, lui, Cheikh Ibrahima Fall. Et Moussa Ka nous dit, Way Seigne Touba, il le chante en disant que yaa tax ba Abdoulaye Khar Fall taxaw ci buntu di xaar les jeunes frères de Mbahan. Il en fait, certains deviennent des cordonniers, d'autres des pasteurs. Donc il dit, la culture Tiendo est une culture de mort. Il s'agit de tuer et de brûler. Ce qui fait vivre la terre, c'est de travailler par l'artisanat, c'est de cultiver la terre, c'est de développer les minerais, c'est de développer le savoir. Il faudrait donc que cet homme, qui ne porte qu'une culture de mort, que j'arrive à en faire un homo economicus. Il faut que le Tiendo devienne le moteur des transformations sociales, pour ceux qui font sociologie ou autre. Et qu'il a voulu faire du mouride en général, mais de l'ancien Tiendo qui ne savait que tuer, brûler. Parce que du XVIIe au XVIIIe siècle, les Tiendo disent que le noble ne doit jamais travailler de ses mains, que c'est vil. Un noble qui travaille de ses mains n'est pas un véritable noble. Un noble doit être à cheval, avec son sabre et vivre des autres hommes en les vendant. C'est pourquoi on a dit que l'islam a permis de faire du travail. C'est extrêmement important. Ça, c'est l'islam. Parce que les Tiendo considèrent qu'un homme digne de son nom ne doit pas travailler de ses mains. C'est l'islam qui permet de ramener le travail comme élément fondamental de la nouvelle idéologie et de la nouvelle vision du monde. Pour se faire respecter comme mouride. Et les mourides l'ont démontré. J'ai lu un texte de Dumont des années 60. Il dit que c'est l'engagement mouride dans la culture de l'arachide qui, pour la première fois, permet une production de 1 million de tonnes. Ça ne s'est jamais vu. C'est entre les deux guerres que commence cette conquête des terres pour l'agriculture, jusque les terres neuves vers la Sénégambie en Sénégal oriental. Ce sont eux également qui lancent le commerce. Et ça, c'est Cheikh Ibrahima Fall. Vous connaissez cette tradition qui dit qu'on opposait les premiers commerçants mourides aux fonctionnaires en disant que celui qui sait ce qu'il gagne chaque mois, a quand même une chance très limitée, une fortune très limitée. Parce que le commerçant, il ne sait jamais ce qu'il aura à la fin de l'année. Il est allé voir les grandes maisons de commerce, de Véchemet, etc. Vous connaissez ces grandes compagnies. Il a garanti, à chaque fois il donne sa garantie. Il dit, quand tel talibé viendra, donne-lui des marchandises. S'il y a des problèmes, c'est moi qui vais payer. Tout au long du rail, donc, il installe. C'est lui qui lance aussi l'urbanisation, la conquête des villes en achetant des terrains. Et comme le font maintenant, dès que les immigrés rentrent, on voit partout que le bâtiment se développe au Sénégal. Ça devient un moteur de l'économie, etc. C'est cela aussi le mouridisme. Cette puissance dans le travail. Et
Copan de s'interroger dans un texte extraordinaire qu'il a écrit il y a quelques 3 ans en disant je ne comprends pas quelle est la visée ultime de la communauté mouride. Ils ont la force politique comme nombre de voix au Sénégal. Ils ont la force financière. Ils ont la force intellectuelle. Pourquoi ils ne vont pas à la conquête du pouvoir? Quel est leur projet? Est-ce véritablement un projet de conquête du pouvoir? Bon, je lui ai dit que non. Parce que dans les fondements même du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba n'a jamais demandé à quiconque que la finalité du mouridisme est de conquérir le pouvoir. Je dis souvent que la force symbolique du mouridisme, c'est de n'avoir pas intronisé ces khalifas. Les Torodo ont tout perdu quand, après Souleymane Baal, ils ont installé une dynastie Torodo. Les gens ont oublié l'origine islamique de la théocratie. Ils se sont battus simplement pour conquérir le pouvoir. Quand vous mettez à tuer et à enfermer les gens, vous avez énormément d'ennemis. Serigne Touba a quitté ce monde sans introniser Serigne Moustapha. Il ne l'a jamais fait. Il l'a laissé. Avec son intelligence et l'éducation qu'il lui a donnée, est-ce qu'il était capable de s'imposer comme leader naturel de la communauté mouride, sinon quelqu'un d'autre prendrait sa place? Il l'a imposé. Amul ben talibé bu mag bu la naan Serigne Touba wax na ko ni ko boo fi jógee na ngeen topp Serigne Moustapha. Non. Même si des gens comme Cheikh Ibrahima Fall, dès le départ, l'ont suivi. Mais si on vous raconte maintenant comment il s'est comporté, et certains d'entre eux, c'est de Darou, c'était ses pères. Il y avait des gens qui étaient, bon, là, à l'origine du mouridisme. Les gens avaient commencé, beaucoup suivaient ces grands talibés, ces cheikhs, qui sont les fondateurs du mouridisme. Il s'est contenté, chaque fois, de les honorer. En tout ce qu'il faisait, il les consultait. Chaque fois qu'il y avait. Parce que quand quelqu'un venait quelque part du côté de Loua ou du Kayor, la première chose, c'est de demander s'il était passé par Darou. Si vous dites que non, il te donne quelque chose pour t'obliger au retour d'y passer, en te disant qu'en y allant, vous remettez ceci à mon père, etc. À un moment donné, tous, unanimement, naturellement, l'ont reconnu comme chef de la communauté. Et c'est ça. Et on a dit que le mouridisme, n'ayant pas installé un pouvoir politique, devient uniquement un immense pouvoir symbolique. Elle n'a fait qu'apporter des choses. Elle n'a jamais mis quelqu'un en prison, pris ses biens, enfermé, etc. C'est cette puissance du mouridisme. C'est cette puissance symbolique qui fait. Et je dis souvent aussi que le mouridisme, Serigne Touba est un des derniers de la 3e vague, le restaurateur, un des rares qui a achevé son œuvre. Il est revenu du Gabon, il est revenu de la Mauritanie, il a organisé la communauté, il a installé les cheikhs, parce que c'est les cheikhs qui sont les moteurs du mouridisme. Vous savez, vous verrez dans ce texte, un des vers les plus importants, Serigne Touba ne demande qu'une chose à sa famille et à ses talibés. Il a fait tout seul. Il n'a jamais demandé à quelqu'un de le suivre au Gabon. Il dit quelque part ici, vous le direz, la seule chose que je vous demande, c'est que aucun Touba ne voit ma dépouille. Si vous réussissez à me ramener à Touba sans qu'un blanc ne se pense sur ma dépouille, vous verrez que lors des Magal, c'est comme ça qu'il le dit à l'époque, ce sont les membres du gouvernement qui seront plus actifs que mes mourides. Vous verrez l'eau couler à flot à Touba, l'électricité, la viande. On a le sentiment que le texte décrit un Magal d'aujourd'hui, où à chaque coin de rue, un mouride immole un bœuf, commence dans la rue même à préparer à manger. Je vais m'en arrêter là parce qu'on peut jusqu'à demain parler de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba pour échanger un peu. Voilà, je vous remercie.
c'est une partie de la vie de Khadim Rassoul, mais ça enrichit aussi sur beaucoup de plans, culturels, spirituels, historiques. Et c'est un travail remarquable que j'ai un peu parcouru, j'étudie vraiment à fond et m'en imprégné moi-même. Et je dirais seulement que Khadim Rassoul, en dehors de sa dimension nationale et de ce qu'il a apporté au Sénégal, et la réforme qu'il a entrepris et la revivification de l'islam au Sénégal, a rayonné aussi sur le monde islamique. Il y a la partie de la Mauritanie a été un événement qui a marqué l'époque de Khadim Rassoul dans tout le monde islamique. Les documents témoignent de cela. Et un jour, j'en parlais avec Céline Saliou. Céline Saliou lui-même m'a dit qu'en son époque, Khadim Rassoul était beaucoup plus connu que de nos jours. Parce qu'en son époque, les délégations venaient le voir de partout, de la Mecque, de Médine, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie. Et on lui envoyait aussi des lettres, on lui envoyait pour faire des fatwas. Et puis il y avait des événements aussi dans le monde islamique auxquels il participait. Il a aidé Abdelkarim al-Khattabi au Maroc, Cheikh Katani au Maroc, et Cheikh Senoussi. Il avait des relations avec le monde islamique. Et il y a des délégations de Médine qui venaient le voir à Dourbel. Et c'est lui-même, Khadim Rassoul, qui avait pris en charge les lieux saints de la Mecque et de Médine depuis l'abolition du Khalifa en 1924 jusqu'à son départ en 1927. C'est lui qui s'occupait des besoins de la Mecque et de Médine. Et les gens de la Mecque et de Médine ont témoigné de cela, ils ont écrit cela. Donc il y a une dimension aussi universelle de Khadim Rassoul qui mérite aussi d'entrer dans le cycle académique, ce que je propose à professeur Dieng par cette occasion. Comme vous avez eu l'honneur et la mission de faire entrer le travail wolofal sur Khadim Rassoul, aussi d'ouvrir aussi une porte pour la partie universelle de Khadim Rassoul. Ce sera vraiment enrichissant, non seulement pour les Sénégalais, pour les musulmans, mais pour l'humanité. Je vous remercie énormément. Une première question concernant le livre même. Donc, je voudrais que vous nous parliez un peu de la littérature pure. Donc, comment le style en littérature, le style du wolofal, comme je ne m'y connais pas trop, tout ce qui est pied-métrie, en littérature pure, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le livre, Alors, le livre, quand on l'aborde sous l'angle de la poétique littéraire, il faut insister essentiellement sur ce qu'on appelle l'intertextualité. Les Arabes nous apportent l'écriture, nous apportent également une nouvelle métrique beaucoup plus, comment dirais-je, rigoureuse. Parce que dans la poésie orale, wolof traditionnelle, il existait une très grande poéticité. Mais c'est grâce justement à la poésie arabe, à la grammaire, à la métrique, au verset, etc., que la production poétique wolof va se renforcer. Si vous connaissez tous Khalima Diakhaté Kala, il a écrit un excellent livre sur la métrique qui a été traduit par Claudine Guérèche et qui a été publié à l'IFAN à l'époque où j'étais moi-même responsable des publications de l'IFAN. Donc, l'écrivain wolofal s'appuie sur la métrique arabe en ignorant rien du tout du talif de la poéticité wolof, et il combine les deux. Le texte fonctionne sous forme de distique. Par exemple, pour avoir un vers complet, il faut associer les deux. Sous forme de distique à partir de la poésie arabe, mais pour ce qui est du rythme,
pour ce qui est du choix des mots, du sémantisme et des tournures, pour l'essentiel, Moussa Ka l'emprunte au génie wolof et à la langue wolof. Mais le texte n'est pas seulement qu'en wolof. Vous verrez que Moussa Ka fait véritablement œuvre scientifique et œuvre d'intellectuel, parce que vous ne pouvez pas lire 4 versets sans rencontrer une citation tirée de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc le texte est émaillé de multiples citations venant confirmer, parce qu'il fait œuvre d'histoire. Donc il a besoin à chaque fois de valider l'information. Quand il dit quelque chose, il dit, Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, en tant que personnage ayant vécu cela, a dit ceci. Parce qu'on dit que Cheikh Ahmadou Bamba est un des rares personnages historiques à écrire sur le moment même ce qu'il est en train de vivre. Ceux qui connaissent cela, c'est que c'est au moment où ça se passe. Il y a un passage que j'ai lu, par exemple, dans la thèse de Amar Samb, quand il était dans le bateau, vers le Gabon, il y avait un jeune marin qui passait tout son temps à l'asticoter, etc. À un moment donné, il a réuni des insectes carnivores dans une petite cabine. Il dit que bon, on dit qu'il a une puissance mystique, on va voir. Et un beau jour, quand il a eu toute une quantité d'insectes, il est venu ouvrir le cabinet, il l'a poussé à l'intérieur. Les insectes ont disparu comme par miracle. Il a eu tellement peur qu'il est resté 2 jours comme il n'a pas pu dormir, il était comme fou. C'est quand qu'il a décidé de venir demander pardon, quand il tapait à la cabine de Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba était en train de mettre la dernière main à un distique en disant, bon, souvent il le traduit en wolof, yàlla noyal na ma xolu benn mécréant ba tey dana ma indil daa ak xalima pour jégalu, au moment où le marin lui-même tapait pour entrer dans sa cabine. Donc c'est en vivant les événements qu'il écrit l'histoire comme témoin et acteur de cette histoire. C'est ça qui fait que Moussa Ka, avec une très grande rigueur, convoque souvent ces citations. C'est donc un texte scientifique fondé sur des citations. C'est une œuvre littéraire qui s'appuie sur toute la puissance de la mystique arabe et de la poésie. On ne peut pas entrer ici dans les sonorités, les métaphores. Il y a des métaphores que pratiquement on ne peut pas traduire. On a fait des recherches pendant 6 mois pour arriver à cerner certains termes. Il y a un niveau de langue. Moussa Ka, c'est une langue archaïque, une langue de haut niveau. C'est un wolof d'un autre âge. D'ailleurs, vous le lisez à un jeune comme cela, c'est comme si il va vous demander une traduction. Le wolof, comme cela, ne peut pas être compris tel quel par un jeune wolof d'aujourd'hui. Tellement le niveau de langue est appuyé. Et la manière dont il joue avec les allitérations, les alternances syntaxiques, etc., etc. Donc c'est extrêmement riche, au point que c'est Cheikh Anta Diop, qui est le premier dans ses ouvrages, avait dit le chef-d'œuvre littéraire de la langue wolof, c'est les 2 Diasaou Sakor de Moussa Ka. Et que Moussa Ka était le poète national le plus important au Sénégal. C'est lui qui avait le premier demandé à ce qu'on les étudie. N'est-ce pas? Et d'autres chercheurs. Mais nous, quand on a commencé, parce qu'à l'université, tout au long de l'année, on prend un extrait de 20 versets. On passe 1 heure de temps à étudier chaque vers, chaque mot, le rythme, l'énonciation, la stylistique, les images, etc. C'est donc un véritable travail littéraire que les étudiants font, et à la fin de l'année, c'est une dissertation ou un commentaire de cette qualité qu'on leur demande. Donc c'est étudié. Mais on fait des exposés, des dissertations, nous permettant maintenant d'entrer dans le message et de faire cette analyse sur cette histoire de la Sénégambie et de la Mouridiyya que véhicule ce texte. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la qualité littéraire tout à fait exceptionnelle de l'œuvre de Moussa Ka, inspirée pour l'essentiel. L'arabe nous permet de discipliner nos langues.
toute la richesse poétique de l'arabe nous permet simplement de discipliner nos langues qui étaient des langues de culture orale. Rien, mais le texte, la qualité première de ce texte, c'est d'être de la géographie. Parce que la géographie, c'est un texte quelque peu orienté. Si vous prenez le premier verset du Jessaou Sakor, le poète indique clairement son intention. Moussa, que le serviteur du prophète, celui qui a de loin dépassé les autres, dit: à toi qui me demandes les raisons du Magal, celle du départ de notre maître Khadim, de sa demeure appelée Mbakebari, sur les instructions du Créateur. Immédiatement, il cite Cheikh Ahmadou Bamba: je suis sorti de chez moi le samedi de 13, Safar, etc., pour accomplir des tâches divines dans le mois de Safar. Ainsi de suite. Donc, son projet est de faire connaître un événement majeur, le Magal, et c'est important, le Magal comme rituel de ce mythe fondateur de la Mouridia. Le Jessaou Sakor doit être considéré comme, on dit que c'est le fondement de l'imaginaire mouride. Un mythe ne vit dans la durée. Une histoire, quand on considère que l'histoire d'un saint, l'histoire d'un héros est importante, il faut qu'il y ait une commémoration. Le Magal est cette commémoration, on l'appelle ritualisation, permettant à des périodes précises de célébrer un élément de l'ensemble du récit. Parce qu'on ne peut comprendre le Magal qu'en lisant la totalité de l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba. Il vous dit: je vous donne la totalité de l'histoire. Le Magal en est un résumé ritualisé, permettant de faire vivre cet événement dans la mémoire des hommes et des mourides. Donc le Magal, c'est cela. Et la puissance du Magal, c'est le Magal ne fait pas le retour. Les mourides ne disent pas: nous avons triomphé du Toubab, nous sommes heureux, Cheikh Ahmadou Bamba est revenu, etc. C'est le départ. Donc, c'est cette vision mystique d'un saint commis par son Dieu, par son maître, que les mourides célèbrent. Serigne Touba considère que tout ce qu'il a eu, c'est parce qu'il est sorti justement ce fameux moment de sa retraite spirituelle, je dis, pour entrer dans l'histoire de la Sénégambie. Dès qu'il sort de sa stature, de son travail circonscrit de maître coranique et de guide religieux, et qu'il se mêle, et c'est ça qu'on appelle un intellectuel. On dit que c'est quelqu'un qui possède des compétences, mais qui met sa compétence au service de la société en s'impliquant comme médiateur. Il décide lui-même, sans la pression de personne, d'entrer dans les conflits politiques de la Sénégambie, commençant par la crise politique au Djolof, où un des princes se convertit au mouridisme, fait face aux colons, il devient un acteur intellectuel majeur de la crise sociale et politique que traverse cette région. Et il a commencé, dès la bataille de Samba Sadio, à se comporter comme Voltaire l'a fait ici, comme l'a fait Zola avec le fameux J'accuse, avec l'affaire Dreyfus. Quand on a arrêté un juif, c'est un intellectuel français, un écrivain qui a pris sa plume pour dénoncer l'orientation de la justice, parce que simplement celui qui était accusé était juif. Quand, après la bataille de Samba Sadio, qui a opposé les troupes de Lat Dior, appuyées par les Français, au marabout Ahmadou, venu du Fouta, les Tchédons ont remporté cette bataille. Mais quand ils sont revenus, Lat Dior a demandé à Halima Diakhaté Kala, qui était son cadi, qui venait de remplacer Mame Mor Anta Sali, à qui Sëñ Touba avait demandé de quitter l'espace politique tchédo. Il a dit, Tchédo lui a dit: qu'est-ce que nous allons faire des prisonniers? Est-ce que, comme d'habitude, on peut les distribuer comme esclaves, bon, comme butins aux différents guerriers? Parce que moi, je suis un peu perturbé. Je ne sais pas, parce que c'est des musulmans.
Kalla a dit qu'il n'y a aucun doute là-dessus. On peut les prendre comme captifs et les donner aux différents guerriers. C'est en ce moment que Seigneur prend sa plume. Il lui écrit une lettre terrible en lui disant que c'est dans quel texte coranique, sur quoi il s'appuie, sur l'islam, pour faire un éclairage pareil. Et ils ont commencé à échanger comme ça, des courriers. Allez lire la thèse d'Amar Sam et vous verrez la conclusion de Cheikh Ahmadou Bamba qui dit voilà mes derniers mots sur cette affaire. J'ai la conviction, moi, Ahmadou Bamba, qu'un intellectuel dans l'espace du pouvoir, c'est comme une mouche sur des détritus. Il n'aura jamais les mains propres. Voilà sa conclusion. Et il a décidé, c'est lui qui a décidé de prendre ses distances. Il a demandé à son père de prendre ses distances avec l'espace du pouvoir. Parce que un guide religieux, un homme de principe, quelqu'un qui a une éthique, dans l'espace du pouvoir, il n'aura jamais. Hier comme aujourd'hui d'ailleurs, il ne peut pas avoir les mains propres, etc. C'est là où commence son combat en tant qu'intellectuel. Donc, dépositaire de compétences qui entrent dans la scène sociale par médiation. Parce qu'on définit l'intellectuel comme quelqu'un qui est capable de traduire en projet les demandes, l'attente des populations. C'est-à-dire les populations ont toutes sortes de demandes, mais qu'ils sont incapables peut-être de formuler sous forme de projet. L'intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable, en étant dans la communauté, en se confrontant à différents membres de la communauté, de lire ces demandes-là et de les structurer, de les conceptualiser et de les traduire en un projet. C'est comme ça. Quand il sort, ce n'est plus l'homme qui est à la recherche de son Dieu, mais quelqu'un qui est porteur d'un projet pour l'ensemble des populations islamisées ou toutes les populations de la sous-région. Comment leur donner une orientation, comment mettre en place un leadership capable de leur donner suffisamment de force. Si vous lisez le passage où Moussaka raconte comment les premiers talibés mourides résistent à Tanor, Tanor avec cette sorte d'arrogance, etc. C'est parce que derrière, il y a quelqu'un qui leur donne suffisamment de force pour qu'il y arrive. C'est cela aussi. Ce texte-là, d'ailleurs, on ne peut pas l'épuiser. On ne peut pas épuiser le Djessa Sakor ni en fait l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba de manière générale. Il y a tellement d'entrées que donc Moussaka c'est à la fois tout cela, c'est le hagiographe, parce qu'en fait l'épopée religieuse prend le relais de l'épopée dynastique qui s'arrête avec la bataille de Dekhlé. Ça a duré 7 siècles. La première épopée a été créée au XIIIe siècle avec Sundiata. Tous les rois ont été glorifiés, ceux qui ont fait quelque chose, jusqu'à Lat Dior. Donc pendant 7 siècles, on a produit un immense récit magnifique. Vous connaissez le texte de Djibril Tamsir Sundiata ou l'épopée Mandeng. C'est la première épopée créée au XIIIe siècle. Ça continue jusqu'à Dekhlé. À partir de cette époque, plus de production sur les tiers ou les rois traditionnels. Cette nouvelle épopée qui glorifie le marabout prend le relais. Parce que l'épopée ne célèbre que le groupe qui assume le leadership historique et qui est le moteur de l'histoire. Et c'est comme ça l'histoire de la Sénégambie. Le premier groupe leadership, ce sont les commerçants. Après les commerçants, ce sont les forgerons. Depuis les rois soninké jusqu'à Soumaïlou Kanté à la bataille de Krina au XIIIe siècle. Les gens oublient que Soumaïlou Kanté est un forgeron. Et sa puissance des dynasties des forgerons se fonde sur sa capacité à travailler le minerai, etc. À faire des armes, des ustensiles, ainsi de suite. À la bataille de Krina, les forgerons quittent la scène de l'histoire et cèdent la place aux guerriers de Sundiata qui sont des chasseurs. Au XIXe siècle, 18e siècle, c'est Souleymane Baal qui proclame la profession de foi de la classe intellectuelle arabisée, qui dit « Voici venu le temps des hommes de savoir et de l'action ». C'est comme ça qu'on les définit. Les tièdes ne sont que des hommes d'action. C'est des machines à tuer, sans aucune intelligence ou savoir.
groupes islamisés, ce n'est pas simplement des gens contemplatifs, mais c'est aussi des hommes d'action capables de transformer le monde. C'est ça aussi, capable de mettre en place. C'est pourquoi on a dit que l'islam a donné à la Sénégambie une nouvelle initiative idéologique, n'est-ce pas, de permet de reprendre l'initiative historique et de se relancer dans l'histoire. Une contribution pour une précision historique sur ce qui s'est passé entre Khadim Rassoul et Madji Kate Kala et la Tchor. Ça a été rapporté par Sirim Bassirou qui domine le Baqi Khadim. Voilà. Il y a, quand il y avait le cousin de la Tchor qui était devenu musulman, et Serigne Touba qui est devenu talibé mouride de Serigne Touba, mais Serigne Touba lui a posé comme condition de laisser les captifs qu'il a pris dans la bataille contre Ahmadou Cheikhou, parce qu'il n'a pas le droit. Alors que la Tchor avait distribué les captifs avec la fatwa de Qadi Madji Kate Kala, qui a déclaré licite. Alors la Tchor a fait appeler son cousin, il a dit pourquoi tu as fait cela? Il a dit ah, mon chef m'a ordonné, j'ai exécuté une indication. Il a dit mais le Qadi Madji Kate Kala a fait une fatwa sur cela. Il a dit moi mon autorité c'est Khadim Rassoul. Il a appelé Qadi Madji Kate Kala, il lui a dit que Khadim Rassoul il invalide ta fatwa. Alors il lui a envoyé pour venir, il a envoyé la Tchor a envoyé à Serigne Touba pour venir s'expliquer avec le Qadi. Serigne Touba n'a pas répondu. Il a envoyé plusieurs fois, Serigne Touba n'a pas répondu. Alors finalement, quand il est devenu très pressant et très insistant, la Tchor, il lui a envoyé une lettre au Qadi pour lui dire qu'un savant, Ibn Muslima, un des anciens, des pieux prédécesseurs, Salaf Salih, avait dit qu'un savant dans la cour d'un roi, c'est comme une mousse sur des excréments. Alors le Qadi, quand il lisait, il suffoquait. Alors la Tchor lui a dit, qu'est-ce qu'il a dit, Serigne Touba? Il a dit, non, c'est pas la peine. Il a insisté. Il a dit, non, c'est moi qui le vise. Le Qadi dit, c'est à moi qu'il s'adresse. Il a dit, lis. Alors il lui a lu. Il a dit, un savant dans la cour d'un roi, c'est comme une mousse sur des excréments. Il a dit, si toi, il t'a traité de mouche, regarde ce qu'il m'a traité. Donc c'est non seulement toi qu'il vise, mais moi, il défie mon pouvoir. Il a dit, je vais lui faire la guerre. Alors le Qadi l'a dissuadé. Il lui a dit, son père était ton ami, et lui c'est un saint. Et quand on combat un saint, Dieu est avec lui. On ne gagnera jamais. Donc il faut le laisser. Alors, et c'est pas fini. Hein? Alors, une autre fois, le Qadi et la Tchor étaient allés à Mbaké. Il faisait une tournée dans son royaume. Il est allé à Mbaké. Serigne Touba était là-bas. Il a appris qu'ils sont là. Il est allé leur rendre visite comme c'est les amis de son père. Il avait l'habitude d'honorer les amis de son père. Alors il était venu pour les accueillir. Il était étonné, la Tchor. Il a dit, on lui a envoyé combien de convocations, il ne vient pas. Maintenant il vient tout seul. Il a dit, je suis venu seulement parce que vous êtes les amis de mon père et il est de mon devoir d'honorer les gens. Donc je suis venu vous présenter mes salutations. Alors la Tchor a dit au Qadi, il ne faut pas laisser rater l'occasion. Il ne faut pas rater l'occasion. Il faut trancher avec lui pour le problème de la fatwa. Alors le Qadi lui a dit, oui, moi j'ai fait une fatwa comme quoi le butin était licite et les captifs étaient licites. Toi apparemment tu l'invalides. Pourquoi? Serigne Touba n'a pas répondu. Le Qadi a insisté. Il lui a dit, tu veux que je te réponde? Il a dit oui. Il lui a dit, sur quoi tu te fondes pour ton avis, ton fatwa que tu as, sur quoi elle est fondée? Il a dit, Ahmadou Cheikhou a proclamé qu'il est un prophète. Il a déclaré qu'il est un prophète, donc il n'est plus un musulman et ceux qui le suivent ne sont plus des musulmans et ils deviennent licites comme captifs.
Il lui a dit, qui t'a dit que Ahmed Cheikho a déclaré? Il lui a dit, ce sont les gens du Cayor. Il lui a dit, les gens du Cayor sont ses ennemis. Est-ce que le témoignage des ennemis peut être un argument juridique? Nadine. Il lui a dit, qui d'autre? Il lui a dit, les gens de Sambassad. Il lui a dit, qu'est-ce qu'ils ont à voir? Eux, ils se sont levés un matin, ils voient les troupes de partout encerclées, ils ne savent même pas comment ils peuvent l'accuser. Ils n'ont pas accusé. Sur quoi d'autres tu fondes? Donc récemment, j'ai écrit 2 articles de suite sur les exigences de la traduction des œuvres des poètes Wolof et l'importance de cette traduction. Et la question, c'est pourquoi mes questions vont être plus techniques. C'est pas plus sur Cheikh Moussa Aka, mais ça va être plus technique sur vos choix lors de ce travail. Et je suis vraiment content d'être là parce que c'est un peu comme ce que je souhaite faire, que j'ai à ma position. C'est-à-dire ce que je souhaite faire personnellement, c'est, j'ai commencé d'ailleurs déjà, c'est de rassembler et de transcrire en Wolof une bonne partie des œuvres de Serigne Mbaye Diakhaté. Donc j'en ai rassemblé, si on peut dire vulgairement, un bon paquet. Et là, la question que je vais vous poser, est-ce qu'il n'y a pas une petite frustration d'être un peu trop fidèle à la lettre du Wolof de Serigne Moussa Ka? C'est-à-dire, je donne un exemple, est-ce que le fait de ne pas, par exemple, de ne pas essayer de rendre un peu plus poétique la traduction, est-ce que ce n'est pas une frustration? Par exemple, on sait que certaines parties des vers, par exemple Bamba Moy Guedj, on sait que par exemple c'est quelque chose que Serigne Moussa Ka ajoute bien que pour rimer avec le vers précédent, quoi. Mais ça ne rentre pas dans le message qu'il veut transmettre. Est-ce qu'il n'y avait pas d'autres façons de traduire et d'être plus poétique et de ne pas laisser le lecteur, peut-être qui ne comprend pas Wolof, un peu perdu dans sa lecture, quoi. Deuxième question, c'est une difficulté moi que j'ai eue parce que j'ai écrit pas mal, j'ai écrit la moitié de Djeddah Sakor aussi. Et je me suis dit, vous avez dû travailler beaucoup aussi pour restituer les villes, par exemple dans l'épopée de Serigne Modou Lo. Comment vous avez fait pour retrouver les villes et les villages que Serigne Modou Lo, mooy li naan bisub talaata la dugg jege xaw ma nan na mu jege ba ñu naan Xatmaata. Comment vous avez fait pour retrouver ces villes-là dans l'épopée de Serigne Modou Lo quand il va aller rencontrer Cheikh Amadou Bamba? En fait, je ne sais pas comment vous avez lu nos traditions, mais ces traditions essaient autant que possible de rendre la poéticité Wolof. Attention, moi j'ai commencé par travailler sur l'épopée du Cayor. J'ai traduit l'essentiel de l'épopée du Cayor dans un volume de plus de 500 pages, où la qualité littéraire doit être perçue comme telle. Il faut que celui qui lit le français se rende compte que c'est la transposition d'un texte littéraire. Donc si vous lisez, ce qu'on ne peut pas rendre, ce sont les assonances, les rythmes, etc. Ça, c'est pas possible. Mais tout ce qui est rythme, tout ce qui est image, etc., tout ce qui est rythme, nous faisons tout le possible pour le rendre. Mais personne ne peut restituer la qualité poétique du texte Wolof de Moussa Ka. Personne ne peut le faire. Ah oui, c'est lui qui veut véritablement goûter à la poétique Wolof. Il faut qu'il arrive à lire le texte Wolof dans le texte. Ça, c'est incontestable. Donc, mais nous travaillons en équipe. Vous ne pouvez pas travailler sur ces textes-là sans qu'il y ait un linguiste. Moi, je suis responsable de la formation doctorale d'études africaines. Il y a des sociologues, des historiens, il y a des linguistes, n'est-ce pas? Il y en a un qui a fait sa thèse d'état avec moi et avec un autre linguiste, c'est Oumar Cissé. Sa thèse est essentiellement consacrée à la poésie orale Wolof, la poésie traditionnelle.
sur près de 1000 pages. Il y a des collègues du département d'arabe. Donc, on ne peut pas travailler sur ces œuvres-là de manière individuelle. Il faut qu'il y ait interdisciplinarité. Et l'université, heureusement, parce que moi j'ai commencé à l'IFAN, l'intérêt d'être à l'IFAN, c'est qu'il y a un département d'arabe, il y a un département linguistique, il y a un département d'histoire, etc., et des sociologues ou autres. On peut à tout moment consulter les autres collègues autour d'un texte, c'est cela, mais personne ne peut. Alors concernant les villes, même simplement pour le dire que nous n'avons pas pu. Nous n'avons pas pu dénommer de manière précise toutes les villes que cite Moussaka. On a fait des efforts grâce à nos collègues du département d'histoire, ce qu'on appelle la géographie de l'exil. Vraiment, même les peuples que nomme Moussaka, vous voyez, la recherche universitaire, c'est des étapes. Il y a les pionniers qui font un premier travail qui défriche. Il y a les autres générations. Vous, certainement, vous faites un travail beaucoup plus pointu, peut-être que ceux de lettres modernes, parce que nous sommes peut-être lettres modernes. C'est la qualité littéraire qui l'emporte plus que sur le reste. Mais l'éclairage par rapport à l'histoire, l'éclairage par rapport à la sociologie est fondamental dans le travail que nous faisons. C'est peut-être la réponse que je peux vous donner. Nous avons nos limites. Parce qu'évidemment, dans ces textes-là, il n'y a pas de glossaire, il n'y a pas de notes. Il y a des villes qui ont disparu, il y a des villages qui ont disparu, que l'on ne retrouve plus sur aucune carte. Et une cité, on ne peut la retrouver que... Il y a des cartes historiques, etc., mais il n'y en a pas beaucoup concernant l'Afrique. Qui ont changé de nom. Il y a des villes qui ont changé de nom. Et vous savez que quand l'islam apparaît, on dit que c'est le fait de nommer la terre, les cités, les villes, c'est de l'idéologie. Si vous prenez la première couche des cités Adior, vous trouvez des termes comme Watef, Kayet. Vous trouvez comme Khandan, ça vient de l'arbre Khandandour. Vous trouvez Boul, la cité historique de Damel, qui a vu la première intronisation, ça vient de l'arbre Boulou. Donc la première civilisation est une civilisation agraire, une civilisation lamanale qui nomme à partir de la flore. Le monde tiède a nommé par rapport à sa puissance, etc., par rapport aux guerres. Quand l'islam apparaît, vous verrez partout des Darou Salam, etc. L'islam recouvre la toponymie, et ça aussi c'est de l'idéologie. Mais quand on renomme, on a renommé pratiquement toutes les cités. Pour l'essentiel, les mots ont renommé leurs cités. On ne sait pas généralement quel était le nom avant. Donc il y a une immense recherche. Ce qu'on peut dire, c'est, je vais terminer d'ailleurs par cet aspect, parce que si je quitte sans qu'on ne parle de coopération, peut-être ma venue n'aurait pas toute son importance. Il ne s'agit pas simplement de se parler. Vous faites un immense travail ici. Mon collègue Cherdien dit que chaque mouride là où il est dans des champs et il fait ce qu'il doit faire. Nous faisons énormément de collecte, transcription, traduction. Nous faisons une analyse approfondie, validée par des soutenances, validée par des diplômes universitaires. Mais on a un gros problème pour l'édition. Et c'est là où la diaspora doit soutenir, parce que si ces thèses ne sont pas éditées, entre parenthèses, il y a 2 travaux sur Seigne Diakhaté, maîtrise et DEA de Mamadou, un de mes étudiants. Donc, la dimension morale dans l'œuvre de Seigne Diakhaté, parce que c'est essentiellement la dimension morale qui l'intéresse, etc. Donc, il serait important qu'on travaille ensemble sur la manière, la diffusion d'un savoir ne peut s'appuyer que d'abord sur le livre, ensuite viendra l'Internet, etc. Mais comme nous avons choisi l'université, l'école, l'enseignement, parce qu'un étudiant qui a un livre comme ça pendant 1 an, un texte qu'il étudie dans le détail et qui sait qu'à la fin de l'année, il va être évalué sur un ouvrage, c'est un travail extrêmement important. Donc il faut qu'on arrive à joindre
associer nos forces pour que les travaux scientifiques, qu'on arrive on extrait simplement la partie texte et peut-être des introductions pour qu'il y ait une diffusion plus large par l'édition scientifique. Parce que si on n'y arrive pas, on aura échoué quelque part. Quand c'est des thèses qui dorment dans des bibliothèques, dans des bibliothèques universitaires, etc., on n'avancera pas beaucoup. Donc nous souhaiterions gaulement parler d'un travail qui se fait dans l'édition scientifique, qui a été entrepris ici, n'est-ce pas? Alors cet aspect-là, le fait évidemment de pouvoir nous retrouver, comme l'année dernière vous avez eu l'amabilité de m'inviter, donc chaque fois qu'il y a des rencontres, que l'un d'entre nous puisse venir, nous entretenir de l'avancée de nos travaux, c'est un échange extrêmement important, permettant simplement de faire vivre ce savoir autour de la Mouridiyya. Mais qu'il y ait aussi, tant que les gens ne trouveront pas partout des livres dans les librairies, quelque part on n'aura pas fait l'essentiel dans la diffusion de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. Qu'un Touba entre dans une librairie, voit ce livre, dès qu'il extrait, il l'achète, il rentre chez lui. Est-ce que vous le savez certainement, après le 11 septembre, 3 jours après, je ne sais pas si c'est le lendemain, une radio a dit qu'on ne pouvait plus trouver un seul Coran dans les librairies européennes. Voilà comment fonctionnent les Européens. Qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens qui ont fait ça? Qu'est-ce qui les détermine? On leur a dit le Coran. Ils se sont tous précipités le lendemain pour acheter le Coran dans les librairies européennes, pour lire le texte coranique, pour comprendre. C'est la différence. Pour eux, quand ils veulent comprendre, ils prennent un livre. Ils ne vont pas à des gangs. Ils prennent un livre. Les jeunes, il faut qu'à l'école, qu'ils prennent un livre, qu'ils l'aient à la maison. Donc il est important qu'on travaille beaucoup sur les rencontres, n'est-ce pas, des rencontres de plus grande envergure, avec peut-être plusieurs communications, mais qu'on essaie, qu'on continue à creuser. On ne pourra pas le faire aujourd'hui. Comment développer l'édition, n'est-ce pas, scientifique, parce que moi j'ai une casquette à l'Université de Dakar depuis 25 ans. Je suis responsable de toutes les grandes revues, IFAN, Faculté de Lettres. Actuellement, je suis le directeur de la rédaction de la revue éthiopique, qui est en ligne, que vous pouvez consulter. Donc j'ai fait tout moi-même à la machine, etc. Parce que j'ai une longue pratique. Ça, j'ai tout fait dans ma machine, personne n'y a touché, etc. Donc ça va très très vite dans notre équipe, n'est-ce pas, sur ce plan-là. On va de plus en plus utiliser l'Internet aussi pour diffuser. On a vu l'immense effort aussi de la diaspora, avec beaucoup de sites aujourd'hui sur la Mouridiyya. Là également, nous avons beaucoup apprécié à Dakar ce travail qui a été fait. Alors donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut s'exprimer sur cette coopération qui est souhaitée. N'est-ce pas, que dans l'avenir vraiment qu'on puisse développer nos relations en tant que circuit, pour faire circuler le savoir entre nous, l'information, ainsi de suite, les résultats de la recherche, et qu'on arrive également à diffuser très largement, hors de la communauté, les textes sur lesquels nous travaillons. On avait l'intention, ou on s'inscrit dans ce credo depuis quelques années, avec comme finalité, et dans cette voie même, de manière assez concrète, d'ici quelques jours, l'aboutissement d'un projet qu'on a nourri ici avec certains de nos intervenants qui étaient là au mois de juin. Bientôt, ou dans un avenir très 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 proche, il y aura un livre qui fait partie d'une collection, un livre qui est né ici d'une collaboration entre 2 intervenants et le centre, et que depuis le temps on s'inscrivait dans un projet de maison d'édition.
d'une maison d'édition qui nous tient à cœur depuis un moment. Donc, c'est dans l'optique de mettre en pratique les volontés de Khadim Rassoul en privilégiant la science comme outil comme outil de savoir, de diffusion et d'élargissement de connaissances du mouridisme. Donc, pour parler plus concrètement du projet, cette initiative est vraiment la bienvenue et elle a été vraiment acceptée par moi, j'ai pas eu le temps quand je suis revenu de voir tout le monde, mais je me suis entretenu avec certains d'entre eux-là, avec le Diaourine et d'autres qui étaient là les 2 fois où j'ai été là depuis ma venue, pour dire qu'il y a une collaboration en perspective et ce qui nous ravit grandement, quoi. Donc je pense que les détails du projet seront peaufinés ou affinés un peu dans les jours qui viennent, et je pense que de notre côté, c'est vraiment un ravissement. On est vraiment très fiers de ce partenariat, quoi. Donc je ne peux pas m'exprimer un peu plus dans ça, mais ce qu'on peut dire, c'est vraiment, on est vraiment très satisfait de votre présence, et que dans l'avenir, le fruit de notre collaboration se fera ressentir ici et au niveau de l'université. Je pense qu'on sera humblement derrière l'initiative, et de toute force et de tout cœur, nous appuierons le projet, quoi. Donc, لا يسود الجيلان وناي كل ما الجليل وثق بما جاء به الرسول وناي كل ما الجليل وثق بما جاء به الرسول ولا تسايم خير من يرشدك وناي كل صاحب يحلبك إذ رب خمري قد قدا نبيلا بصحبة صالح لا تميلا ورب سالي خدا سليلا بصحبة أحمق فرجحولا كن متوكلا على الرحمن في كل وقت يا فتى الديمان يا ربنا بسورة المعون وجل خير درر المنعون يا ربنا هب لي بحق الكوثر يمنى الحياة وجور الكسر يا ربنا وجل خير الكافرين بلا مدرة بحق الكافرون وارث يا بدي وانت الباقي لك رادي شبك اتباقي صلي بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه وجلوف زنسر الخيرات من خير الظروف واجعل بي سنسمك الخيرات جميعها يا محيي الميرات بسورة النصر وتبت كفار أفئدة الحساد والكفار إلى سوى النحو وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص رصيد يا صبور صل بسلام على الذي فاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآله وصحبه في الآل والمعالي ولتكفنا بحق سورة الفلق وسورة الناس يا من غلق واكتبوا صلى عليه بالسلام بآله وصحبه باقي السلام بكل حرف من تي الحروف وسارة يرنو بها المعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.